Bonjour tout le monde, ici Francis Paquin et bienvenue au balado Box Le Compte de 8. Cette semaine à l'émission Shields, tout simplement trop forte pour Dicker. Quel avenir pour l'ancienne championne? Et un aperçu des combats à surveiller, dont celui d'Arthur Beterbiev. Et c'est avec un immense bonheur que je retrouve Monsieur Adrien Meur. Salut Francis. Adrien, quoi de mieux qu'un combat d'envergure mettant en vedette une vedette locale sur la scène internationale pour lancer nos retrouvailles avec les amateurs? Parce que oui, on est de retour pour de bon. Ça va être une diffusion Eh oui. bimensuelle et on va entrer tout de suite dans le vif du sujet parce que ce vendredi soir dernier à Flint, au Michigan, Marie-Ève Dicker affrontait Clarissa Shields dans un méga combat Mhm. d'unification des poids super mi-moyens. Les 4 ceintures majeures étaient Ouais. à l'enjeu. Shields championne WBC, WBO, Dicker championne IBF et la WBA avait décidé de mettre sa super ceinture à l'enjeu pour l'occasion, étant donné que le combat était vraiment d'importance. Mhm. On se doutait que Shields avait l'avantage, était largement favorite des preneurs au livre. Ça commençait à plus ou moins 6 contre 1, puis l'avance s'est accentuée au fur et à mesure que les jours ont passé. Ça a été une domination totale et complète de Shields. Les 3 juges qui ont remis Ouais. des cartes de 190 en faveur de la nouvelle championne unifiée, c'est quand même assez impressionnant l'exploit qu'elle a réussi, c'est-à-dire qu'elle possède simultanément les 4 ceintures de championne du monde dans 2 catégories de poids différentes. Et elle ne l'a pas Ouais. fait, elle, en montant de la catégorie inférieure. Non, non. Elle est partie des super moyennes où elle a ramassé les 4 ceintures, descendu chez les moyennes. Même exploit est maintenant à 154 livres. Qu'est-ce qui fait, Adrien, là, qu'une athlète comme ça réussit à dominer la compétition? Marie-Ève Dicker, bon, on a compris qu'elle n'était pas nécessairement du même niveau, là, mais Clarissa Shields, Mhm. là, l'histoire se répète, c'est toujours comme ça. Toujours des Ouais. dominations totales de ses adversaires. Écoute, c'est un talent pur. C'est un petit peu comme on voit dans l'UFC, Amanda Nunes ou Valentina Shevchenko. C'est des filles qui ont tellement de talent qu'elles sont au-dessus du lot. Et on voit un manque de compétition pour elles. C'est le gros problème qu'elles ont dans leur sport. Mais du côté de Clarissa Shields, c'est parce que techniquement, déjà, il y a un gros talent. Et au niveau athlétique aussi, c'est une boxeuse qui a des qualités exceptionnelles, nettement supérieures aux autres. On a pu voir ce qui a vraiment dérangé Marie-Ève Dicker dans ce combat-là, c'est la vitesse des mains de Clarissa Shields. On a pu voir que Marie-Ève a eu beaucoup de mal à composer avec ça parce qu'elle se faisait atteindre dès qu'elle essayait d'attaquer, surtout quand Shields travaillait en contre. Elle l'attendait et Dicker ne pouvait pas faire grand-chose pour empêcher Shields de l'atteindre. Quand tu fais face à un boxeur ou une boxeuse qui a des mains plus rapides que toi, c'est le timing qui compte. Malheureusement pour Marie-Ève, Shields a aussi un excellent timing en plus d'avoir des mains très rapides. Donc c'était quasiment impossible pour elle de la contrer à ce niveau-là. Est-ce que c'est pour ça qu'on l'a peut-être vu jouer un peu plus physique en deuxième portion de combat? On l'a vu là, essayer d'écraser son adversaire, même si c'est une stratégie d'habitude là, qui est à l'avantage du boxeur qui est plus lourd. Là. Euh, C'était Shields, là, parce qu'on sait qu'elle provient quand même Ouais. de la catégorie supérieure. Est-ce que c'est pour ça qu'on l'a vu essayer là, de jouer un peu plus physique en voyant là, que le contre Mhm. fonctionnait absolument pas? Ouais, et c'est pas dans les habitudes de Marie-Ève Dicker, qui d'habitude est une boxeuse qui se déplace beaucoup, qui utilise tout le ring. Et bah, là, elle avait pas vraiment le choix. Et c'est ce que j'ai aimé de Marie-Ève Dicker, c'est qu'elle a montré déjà c'était une performance très courageuse. Elle a montré beaucoup de détermination. J'ai aimé tout ce qui était au niveau mental chez elle. C'est-à-dire que au niveau de l'état d'esprit, c'était très bien. L'approche du combat était très bien. Elle était confiante. Et pendant le combat, elle n'a jamais abandonné. On voit, je pensais à Enrico Colling en préparant le combat de Beterbiev, qui lui était venu pour lever les 2 mains et se défendre pendant 12 rounds. Il a même pas essayé de gagner. Là, Marie-Ève, jusqu'à la fin du combat, elle a essayé de l'emporter. Elle a essayé de changer sa nature même, pour trouver une solution face à Shields, mais Shields était tout simplement trop forte. Heu, au niveau technique, c'est là que le bas blesse pour Marie-Ève, mais il faut dire qu'elle faisait face à une championne, tu l'as mentionné, qui a fait quelque chose que personne n'avait jamais fait avant, avoir les 4 ceintures dans 2 catégories, en même temps, que ça soit homme ou femme, personne n'a jamais fait ça. C'est déjà assez rare d'avoir un boxeur qui a
ou une boxeuse qui a 4 ceintures en même temps dans la même catégorie. Mais dans 2 catégories, c'est quasiment impossible. Donc, c'est un petit peu comme quand Canelo s'était battu contre Mayweather. Il s'était fait dominer. Tous les juges avaient donné tous les rounds à Mayweather. Euh, non, c'est pas vrai. Il y avait un juge Non, il y avait eu une carte de avait donné, 114-114 qui avait créé beaucoup qui avait d'émoi, donné hein. 114-114. Oui, oui. Mais ce juge-là, il avait rempli sa carte, pas en regardant le combat, mais en regardant le virement, le montant du virement qui a été fait sur son compte en banque au Panama ou je sais pas où. Euh, Sur le ring, Mayweather avait remporté tous les rounds et ça n'a pas empêché Canelo d'avoir une grande carrière après et ça a pas fait de c'est pas parce qu'il a perdu quasiment tous les rounds dans ce combat-là qu'il était un mauvais boxeur ou qu'il n'a pas pu avoir une bonne carrière après. C'est vraiment qu'il est tombé sur un boxeur exceptionnel et c'est exactement ce qui est arrivé, à Marie-Ève Dicker, dans ce combat-là et c'est quand on a une boxeuse qui, comme, Shields, a fait ça toute sa vie depuis qu'elle est toute petite, qui a cette expérience, chez les amateurs. C'est ça qui a fait aussi une grosse différence, par rapport à Dicker qui a une expérience plus, dans les arts martiaux, le karaté, et qui est passé plus tard à la boxe. Et ben, ça s'est vu dans ce combat-là. C'est pas Tu peux venir d'un autre sport et passer à la boxe et avoir du succès, mais quand tu es rendu au top niveau comme ça et que tu as quelqu'un qui a fait de la boxe toute sa vie, et ben, on voit les petits détails, qui font la différence. On a vu au niveau des mains, la vitesse des mains. J'ai beaucoup aimé le calme de Claressa Shields. Alors que du côté de Dicker, on voyait peut-être un peu, c'est son habitude, mais peut-être un peu d'énergie nerveuse, un peu hype si tu veux, alors que Shields était très, très relax, beaucoup de sang-froid. Et donc ça lui a permis d'être plus délié dans ses coups et aussi au niveau du jeu de pied, qui est pourtant, d'habitude un des grands points forts de Marie-Ève Dicker. Mais là, elle s'est fait avoir par le pied avant. On dit tout le temps, duel entre, gauchère et droitière. C'est le pied avant qui fait la différence. Il faut le placer à l'extérieur pour avoir, l'angle préférentiel et c'était systématiquement Shields qui avait le pied à l'extérieur. Ça lui a permis de placer sa main arrière et on le sait, le direct de la main arrière, le direct du droit, c'est passez-moi l'anglicisme, le southpaw killer, le tueur de gauchers ou de gauchères dans ce cas-là. Et Shields a atteint la cible régulièrement avec cette droite. C'est très, très dur de pouvoir contourner ça. C'est vraiment le pied avant qui fait une grosse différence et Shields a remporté cette bataille-là, à chaque round. Et il y a aussi, on a vu une différence flagrante dans la puissance, dans la force de frappe entre les deux boxeuses. Et c'est parce que Shields a les pieds bien plantés au sol, alors que Marie-Ève, quand elle se déplace, elle est toujours sur la pointe des pieds. Ça, c'est très bien d'être sur la pointe des pieds pour rendre la position, mais quand tu es en position, il faut pouvoir planter les pieds pour générer de la puissance. Et contre une boxeuse, comme Shields, pardon, tu n'as pas le choix de te faire respecter, de lui faire mal ou au moins de la pincer pour la faire réfléchir parce que là, quand Marie-Ève l'attaquait, elle n'avait pas peur, entre guillemets, elle craignait pas, donc elle pouvait attendre et contrer sans craindre un coup qui lui faisait mal ou qui la ferait reculer. Et ça aussi, ça a joué dans le résultat du combat. Ouais, Mais ça somme rejoint un toute, peu, ce que Marie-Ève, Dicker a dit dans sa conférence, d'après-combat. D'ailleurs, il faut le souligner, hein, elle a fait face à la musique. Elle a rencontré les ouais, membres, des médias du Québec et ensuite, ceux, des États-Unis qui étaient sur place, là, parce qu'il y avait un peu de spectateurs, là. On sent, aux États-Unis, mmh on annonce de plus en plus dans les sports, professionnels, là, qu'on accueille un certain nombre de spectateurs. Elle a fait face à la musique, a répondu aux questions et surtout a pas, utilisé de faux fuyants en disant: «Ben, j'ai mh. réalisé que contrairement à ce qui s'était produit dans le passé, ben, les adversaires reculent pas, visiblement ne respectaient pas Ouais, la force de frappe de Marie-Ève Dicker et elle a noté que, bon, pour elle a trop souvent reculé en ligne droite. Elle aurait dû, quand elle sortait, de l'enclave, si on veut, pour utiliser un terme d'un ouais, autre sport, elle reculait trop souvent en ligne droite et aurait dû, se déplacer en ouais. angle. Penses-tu que ça aurait changé quelque chose ou au contraire, Shields était, avec tout ce que tu as expliqué, était tellement en pleine possession de ses moyens que ça aurait pas changé, grand-chose à l'issue du combat? Ça aurait peut-être permis peut-être, ça aurait sûrement permis à Dicker de connaître un peu plus de succès, surtout que Shields avait les pieds bien plantés. Donc quand quelqu'un se déplace en angle sur les côtés, qui ressort,
sur le côté, et ben, tu n'as pas le choix de replacer tes pieds pour pivoter avec l'adversaire pour être en face. Donc ça aurait forcé Shields à avoir une assise un peu moins solide parce qu'elle aurait été constamment en train de pivoter de gauche à droite. Donc ça aurait aidé Marie-Ève, mais je pense pas que ça aurait, changé l'allure, du combat. Elle aurait peut-être gagné, quelques rounds, mais je pense pas que c'était l'unique solution pour remporter ce combat-là. Parce qu'on a vu que quand, Shields voulait être agressive aussi, elle était capable et qu'elle lance des coups avec puissance et la différence de puissance, de force, on l'a vraiment senti, notamment au 6e round où Marie-Ève Dicker a été atteinte solidement. Moi, Elle a dans été les premiers forcée, instants du round, puis le reste des ouais, 2 minutes, ça a été, un petit jogging dans le ring. ouais. Et on a vu que ça lui a fait mal et elle était forcée à accrocher, pour pouvoir finir ce round-là parce que ça a été le round le plus difficile pour elle. Donc il y a beaucoup d'éléments qui étaient en défaveur de Marie-Ève, mais c'est vrai que de sortir sur le côté, ça aurait aidé. Mais je pense aussi que la bataille du pied avant, ça a fait une grosse différence parce que Marie-Ève l'a quasiment jamais remporté. C'était tout le temps Shields qui avait son pied à l'extérieur et quand ton pied est à l'intérieur et ben, tu as pas l'angle nécessaire pour pouvoir attaquer. La main est en avant. Tu as tes 2 mains qui sont levées et pour pouvoir passer entre les 2 gants de l'adversaire, il faut vraiment avoir ce pied qui est à l'extérieur, sinon ça passe pas, ça frappe le gant au passage et tu atteins pas la cible donc ça, à mon avis, c'était le gros défaut à corriger aussi. Mais écoute, c'est jamais facile contre une boxeuse qui a cette expérience-là et d'ailleurs, c'était seulement la 2e gauchère que Shields rencontrait, dans sa carrière pro. Mais ça vient de la carrière amateur, de toute son expérience amateur où elle en a rencontré des gauchères donc c'est là qu'on voit le pédigré de Shields. Le promoteur Yvon Michel a expliqué là, que pour le moment, il ne voyait pas l'heure où quelqu'un pouvait battre Clarissa Shields tellement elle avait tout. On l'a vu du côté masculin, Vasily Lomachenko, qui était considéré avec Canelo là, avant sa défaite comme c'était l'objet d'un débat assez important. Bon, considéré par plusieurs comme le meilleur boxeur livre pour livre, mais nous, on avait senti qu'il avait atteint un peu sa limite. Hein, et à force de gagner des titres et de monter dans la catégorie supérieure, ben, a fini par trouver son homme. Qui d'ailleurs a quitté Top Rank, ou en tout cas, on est ça va pas très bien. Là. Les relations sont loin d'être harmonieuses entre Teofimo Lopez-Fils et Bob Arum. Ça va faire l'objet d'un autre sujet probablement éventuellement. Mais du côté de Clarissa Shields, j'avais été vérifier, là, regarder vraiment attentivement les combats où elle avait perdu des rounds, notamment contre Christina Hammer, et savoir, bon, ben, qu'est-ce que Hammer fait de bien pour qu'on puisse construire là-dessus et se dire, bon, ben, c'est les choses à accomplir pour arracher des rounds à la championne. Mais souvent, j'ai réalisé, c'est dans le fond Shields qui laissait aller les rounds, un peu comme elle a fait pendant le Mmh. premier round de son combat contre Marie-Ève Dicker. Elle l'a gagné, là, mais elle est très, très peu active et surtout accumule de Ouais. l'information. Un peu comme le faisait Ouais. Lomachenko. On essaie de déceler toutes les failles. Justement, on va être en mesure d'acquérir ce fameux timing là, qui lui a si bien servi pendant tout le combat. Mais est-ce qu'il y a des solutions pour battre Clarissa Shields sur papier? Parce que j'avais entendu son entraîneur, Stéphane Arnois, dire dans une entrevue à notre ami Laurent Poulain, ben Shields, elle n'a aucune commune mesure avec la boxeuse qu'elle était dans les rangs amateurs. Elle est beaucoup moins bonne dans les rangs professionnels et on semblait avoir trouvé des failles à exploiter, mais personnellement, j'en vois pas énormément, là. Non et je suis pas tout à fait d'accord avec cette affirmation-là. Je trouve au contraire elle s'est améliorée, depuis qu'elle est passée chez les pros. Quand on a vu ses premiers combats, elle lançait beaucoup de coups, larges, pas que c'était une mauvaise boxeuse, mais il y avait des défauts dans sa technique et je trouve qu'avec John David Jackson, elle s'est nettement améliorée. Elle lance des coups excusez-moi pour le bruit, je suis désolé. C'est ça le télétravail, on peut pas contrôler les les travaux chez les voisins. Mais c'est ça. Shields a beaucoup amélioré, sa droite qu'elle lance, en ligne droite au lieu de la lancer, large et ça fait une nette différence dans ses attaques qui sont beaucoup plus précises maintenant. Je trouve qu'elle s'est améliorée chez les pros et c'est ça qui est compliqué avec elle, c'est que pour trouver des défauts, comme elle s'améliore constamment et ben, il va falloir creuser très, très profond pour trouver des défauts et j'en vois pas beaucoup.
Là où tu as mis le doigt dessus, c'est peut-être au niveau de l'activité. D'avoir une boxeuse un petit peu, par exemple, comme Jessica McCaskill, ce qu'elle avait fait contre Cecilia Brækhus dans le premier combat, d'être très active, de lancer beaucoup de coups. Peut-être que c'est une boxeuse comme ça qui va pouvoir, déranger Shields. Sauf que quand tu lances beaucoup de coups et ben, tu es beaucoup plus ouvert au contre et on a vu à quel point, Shields est efficace en contre donc c'est une lame à double tranchant aussi. Je vois pas vraiment, de d'avenue pour battre Clarissa Shields. J'évoquais la conférence d'après-combat. On semblait assez résilient, prêt rapidement à tourner la page, à passer à autre chose, dire ben, on va redevenir championne du monde. L'entraîneur Stéphane Roy a dit c'est une promesse que je vous fais, on va regagner une ceinture. Yvon Michel il a dit ça pourrait déjà être dès le premier combat parce qu'on n'a pas l'impression que Clarissa Shields va garder les ceintures à 154 livres bien longtemps. Un peu comme, comme l'empereur Alexandre est décédé. On n'avait pas préparé la succession, donc plusieurs factions qui apparaissent dans le royaume. Et là, on a l'impression que les 4 ceintures vont être disponibles. On sait qu'il n'y a pas nécessairement un processus aussi rigoureux d'aspirant obligatoire comme il y a chez les hommes parce que le bassin d'athlètes n'est pas illimité. Donc, on est assez optimiste. Est-ce que tu le partages aussi? Est-ce que tu sens qu'on va être capable rapidement de tourner la page? Ou au contraire, il y a peut-être un doute qui est semé dans l'esprit du clan québécois? Non, j'ai beaucoup aimé le côté mental, chez Dicker, donc je pense qu'elle va rebondir. Elle aura pas de problème à rebondir et quand tu fais face à une boxeuse qui est déjà considérée comme une des meilleures de l'histoire, ben, il y a pas de honte, il y a pas de honte à perdre et ni même à se faire dominer. Heu, mais la suite des choses pour Marie-Ève, ça dépend beaucoup de ce que va faire Clarissa Shields. Elle a déjà dit qu'elle allait, commencer une carrière en arts martiaux mixtes. Elle va d'ailleurs, participer à un événement de la PFL, bientôt et elle va faire l'aller-retour entre boxe et arts martiaux mixtes. Donc, est-ce que son passage en arts martiaux mixtes, ça va la forcer à laisser, vacantes ses ceintures? Bah, si oui, ça fait une opportunité directement pour Marie-Ève Dicker. Sinon, est-ce qu'elle va rester à 154 livres? Parce qu'on sait elle a fait un petit peu le tour des adversaires en boxe. Ça va être compliqué pour elle de descendre chez les mi-moyennes parce que ça commence à faire beaucoup là. Elle a commencé chez les super moyennes. C'est pas vraiment son gabarit naturel. Heu, donc je la vois un peu moins descendre chez les mi-moyennes. Je la vois plus remonter chez les 160 pour affronter, Savannah Marshall, par exemple, qui est la dernière boxeuse à l'avoir, battue. C'était il y a bien longtemps chez les amateurs, mais elle voudrait venger cette ancienne défaite, cette vieille blessure. Heu, mais ça dépend beaucoup de ce que va faire, Claressa Shields. Et Marie-Ève a quand même des choix aussi de son côté parce qu'on a vu lors de la pesée, elle n'a pas eu de mal à faire la limite, à 154. Elle était, même en dessous à 152 et quelques. Donc, je suis convaincu qu'elle peut relativement facilement faire le poids à 147 et si elle est capable de le faire et ben, on va en parler tout à l'heure, mais il y a un combat entre Jessica McCaskill et Cecilia Brækhus et c'est 2 boxeuses beaucoup plus intéressantes que celles qu'on peut retrouver à 154 livres au niveau de la popularité et au niveau des bourses aussi que tu peux toucher en affrontant ces 2 boxeuses. Ouais, parce que, tu sais, il faut comprendre la logique aussi derrière le combat qu'a mené Marie-Ève Dicker contre Clarissa Shields. C'est que là, ça faisait 3 défenses qu'on faisait du titre, contre des combats qui avaient été somme toute assez peu compétitifs, là. Si on se remonte, oui, le combat pour gagner la ceinture contre Chris Nemus avait été vraiment enlevant, excitant. Bon, les circonstances ont fait qu'on n'avait pas pu célébrer à la hauteur du moment, mais reste que c'était vraiment un combat super intéressant. Mais les défenses qui ont suivi, bon, on comprenait où on voulait aller, on voulait peut-être faire découvrir d'autres types d'adversaires, la préparer pour un affrontement éventuel, que ce soit contre Cecilia Brækhus ou Clarissa Shields. Mais on arrivait un peu à la croisée des chemins d'une certaine manière. Et même Marie-Ève Dicker le dit, trouver la motivation pour des défenses comme ça qu'on sait pratiquement gagner d'avance, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et aussi, il faut se demander, euh, les succès qu'ont connus des boxeurs comme Adonis Stevenson, Lucien Boutet ou encore Jean Pascal, même on l'a vu, Adonis Stevenson, malgré le fait qu'il réussissait des knockouts, bon, a été capable d'avoir une carrière, disons, fructueuse et payante parce qu'il y avait un réseau de télévision qui était associé à lui. Mais du côté de la boxe féminine, on l'a vu, c'est un événement
on n'a jamais été capable de s'entendre avec Showtime, là, qui devait à l'origine présenter le combat de Clarissa Shields et Marie-Ève Dicker. Showtime qui a été associé là, pendant pratiquement tous les combats de Shields depuis le début de sa carrière parce que c'est une double médaillée d'or olympique, donc il y avait un engouement quand elle est passée chez les professionnels. Là, ça a été la même chose, par exemple, pour un boxeur comme Oscar de la Hoya, on s'en souvient. Hein? Il y avait tout un engouement. Donc, c'est normal que les réseaux de télévision câblés qui offrent des bourses quand même intéressantes s'associent à ce genre de boxeurs-là. Dans le cas de Marie-Ève Dicker, ben, c'est la structure financière au Québec qui fait on est sur le pay-per-view, mais d'un autre côté, la réponse, c'est pas nécessairement incroyable. Et c'est pour ça là, qu'on n'avait pas le choix d'ouvrir le jeu de cette manière-là. Et si on remporte le pari, dans le fond, c'est génial parce que là, la popularité va exploser. Mais d'un autre côté, après, est-ce que les amateurs vont être au rendez-vous, peu importe l'adversaire, même si c'est un combat de championnat du monde? Et là-dessus, j'ai comme l'impression qu'il y a un important doute à soulever de est-ce que oui, c'est viable? Il y a des commanditaires qui se sont associés parce que c'est une ambassadrice là, hors pair pour le sport. Ça n'a aucun sens à quel point il est disponible. J'ai revisité ses derniers combats. Tellement d'éloquence, s'exprime bien, a toujours une fine analyse de ce qu'elle fait. Là. Il n'y a pas meilleure personne pour vendre le sport. Et la réponse du côté des amateurs, j'ai pas nécessairement, c'est peut-être le contexte pandémique, mais j'ai pas non plus nécessairement senti un engouement là, vraiment incroyable cette semaine en vue de ce combat-là. Donc, c'est un peu aussi, est-ce que c'est pour ça qu'on a annoncé déjà qu'on disait, ben, on va suivre le combat entre McCaskill et Breckus de manière vraiment intensive et on aimerait vous dire qu'on est en très, très bon terme avec Tom Lawler, qui est le promoteur de Cecilia Breckus, d'autant plus qu'on pense qu'elle va remporter la revanche. Donc, est-ce qu'on est en train vraiment là, d'une certaine manière, là, d'abattre les dernières cartes pour dire ben, on veut faire des combats payants, parce que veut pas Marie-Ève Dicker est rendue à quoi 34 ans, ben, se dire on va essayer de soutirer le maximum qui est possible de faire d'ici la fin de sa carrière, parce que oui, redevenir championne du monde, mais si c'est pour des défenses contre des adversaires comme on a vu Maria Lindbergh ou Michaela Lorraine, ben l'intérêt est plus ou moins là. Oui, et c'est pour ça que à un moment donné, les ceintures, c'est pas aussi important que la renommée de l'adversaire et la qualité même du combat. Et c'est pour ça que ça m'étonnerait pas de voir Marie-Ève Dicker redescendre, aller à 147 livres, parce que c'est là où il y a les noms les plus intéressants, on vient de les nommer. Mais c'est vrai qu'au niveau de la réponse des amateurs, c'est difficile de juger avec le contexte actuel, parce qu'il y a rien de normal pour aucun sport. Mais c'est vrai qu'il faut un petit peu comme, Ronda Rousey l'avait été pour l'UFC, il faut une locomotive pour, arriver à tirer tout le monde derrière soi et que les femmes arrivent à avoir des bourses plus élevées, plus d'attention, médiatique, plus d'attention du public. Ça prend, vraiment une locomotive. Clarissa Shields pourrait être cette locomotive pour la boxe féminine mondiale et Marie-Ève pourrait jouer le même rôle pour, la boxe féminine au Québec. Il y en a d'autres bien sûr, je pense, notamment à Kim Clavel, mais Dicker est celle qui a pour l'instant la plus grande place. Peut-être que c'est aussi une question de style de boxe, parce qu'elle a un style qui est technique, qui est beaucoup en mouvement derrière son jab, alors que le style qui intéresse le plus les gens, c'est un style plus kamikaze, un style à la Arturo Gatti avec quelqu'un qui envoie beaucoup de coups mais qui en encaisse aussi beaucoup, qui fait des combats excitants. Et Marie-Ève a tendance à faire des combats qui sont très bien maîtrisés techniquement, mais euh, pas forcément avec énormément d'action ou d'intensité dans les échanges, ce qui est la chose intelligente à faire parce que tu protèges ta santé. C'est ce qu'a fait Mayweather pendant des années et des années. Mais c'est peut-être aussi ça qui fait en sorte qu'il n'y a pas une réponse aussi importante que ce à quoi on serait en droit de s'attendre. Oui, il y a aussi une question peut-être, tu ouvres une belle porte sur toute la mise en marché de la boxe féminine parce que ça m'a marqué pendant les conférences de presse que Shields a donné à quel point il se justifiait pour dire ben j'ai juste 2 knockouts à ma fiche, mais je possède beaucoup de puissance et tout. Mais dans ma tête, c'était clair que c'était la meilleure boxeuse livre pour livre en ce moment, puis possiblement la meilleure de l'histoire de la boxe féminine.
mais on sent qu'on veut toujours justifier. Et pour ça aussi qu'on milite pour des rounds de 3 minutes en disant: «Hey, on veut ajouter des knockouts à notre fiche», comme si c'était ce qui faisait foi de tout. Euh, j'ai pas nécessairement d'opinion très précise là-dessus, mais ça démontre à quel point on vit peut-être un peu une crise parce qu'on l'a vu, hein, on vendait là, comme le gala qui a été présenté au Michigan comme une super célébration de la boxe féminine et finalement, ça a été 4 affrontements complètement débalancés, notamment là, la demi-finale où Danielle Perkins, qui est une championne du monde amateur, donc un peu sur entre guillemets, le même profil que Clarissa Shields. On a battu des adversaires de partout dans le monde, des adversaires qu'on n'a pas choisis dans des tournois. Et là, on arrive, on passe chez les professionnels parce qu'on veut gagner notre vie avec ça. Et là, on se rend compte que le bassin d'adversaires pour faire des confrontations qui vont vraiment susciter l'intérêt. Pourquoi, par exemple, là, on sent avec le contexte pandémique, soudainement, là, la boxe professionnelle, là, on sent qu'on a un peu des problèmes parce qu'on peut plus arriver avec des boxeurs qui vont remplir un endroit parce qu'ils sont impliqués dans leur communauté, ils ont réussi à se faire connaître sur les réseaux sociaux. On vend 10 000 billets, puis on devient populaire, un peu comme Lucien Boutet le faisait. Et là, soudainement, oups, là, les affrontements, les rencontres au sommet que les amateurs attendent depuis longtemps, là, se concrétisent, hein. On a vu Canelo contre Callum Smith. Là, ensuite, ben, ça va être contre Billy Joe Saunders au mois de mai. Chez les 140 livres, on va avoir un combat d'unification entre Ramirez et Josh Taylor. Toutes les ceintures vont être à l'enjeu. On est pas mal imaginatif quand on a des petits problèmes de liquidité. Ouais, bah ça c'est pour un peu tout le monde, hein. Nous aussi, on est capable d'être imaginatif quand il y a des problèmes financiers. Mais ouais, c'est vrai qu'on voit, bah, moi je m'en plains pas, hein. On voit les combats qu'on veut voir. Bon, il y en a certains qui continuent à niaiser un petit peu là. Regardez du côté de Spence, Crawford. Mais ça va finir par arriver, je pense. Mais oui, c'est vrai que il faut faire preuve d'imagination parce que, bah, comme tout le monde, on n'est pas les seuls à avoir des difficultés. Les promoteurs aussi, pour toutes sortes de raisons, notamment l'absence de public, sur place, c'est la plus grosse raison, bien évidemment. Mais écoute, c'est tant mieux pour nous si on arrive à voir ces combats-là, les combats qu'on attendait depuis longtemps. Si c'est ça la manière d'avoir nos combats, on va boycotter les prochains combats où ça ne sera pas l'adversaire qu'on veut. On sait, Adrien, tu suis beaucoup la scène des arts martiaux mixtes avec énormément d'intérêt. Penses-tu que Clarissa Shields va être capable de faire la transition et connaître du succès? Tu parlais d'un combat dans la PFL. La raison pour laquelle Mmh. elle a décidé de passer au MMA, c'est qu'elle dit, celle qui a été championne du dernier tournoi de PFL, ben, elle a fait une somme considérable, alors que moi, j'ai fait je sais pas combien de combats de championnat du monde, des combats d'unification, puis je suis même pas proche de toucher les mêmes sommes. Ben, c'est tout à fait louable. Emmener, on veut monnayer son talent pendant qu'il est encore temps. Les carrières ne sont Mmh. pas éternelles là, dans les sports de combat. Est-ce qu'avec ce que tu as vu, les qualités athlétiques en boxe, c'est possible ou au contraire, on sait que la scène des arts martiaux mixtes, les combats chez les femmes, là, on l'a vu avec Ronda Rousey, ça a eu un effet là, boule de neige et on sent là, que c'est plus compétitif que jamais. Mmh. C'est pas rare là, que les événements avec les télés à la carte là, mettent en vedette des combats de femmes. Oui, effectivement et tu en parlais avant avec Perkins, c'est ça le problème dans la boxe, professionnelle féminine, c'est le bassin d'adversaires. Notamment pour elles, c'est chez les poids lourds, c'est encore plus dur de trouver, un adversaire, en boxe féminine et au début, c'était un petit peu le cas dans les arts martiaux mixtes et ça s'est modifié avec l'arrivée de Rousey, puis ensuite d'autres vedettes, Holly Holm et cetera, qui ont permis, d'inspirer un petit peu, des combattantes qui, hésitaient entre plusieurs sports et ça va faire mal à la boxe. Bah, pas ça va faire mal, ça fait déjà mal à la boxe parce que quand tu vois la meilleure boxeuse actuellement qui passe dans un sport différent et ben, ça veut dire que toutes les jeunes qui choisissent en ce moment leur sport, elles vont se diriger vers les arts martiaux mixtes. Le premier combat de Ronda Rousey, c'était le premier combat féminin dans l'UFC, je veux le dire. C'était en 2013. Donc ça veut dire que toute la génération actuelle, il n'y avait pas encore de combat, féminin dans l'UFC, il n'y avait pas les bourses qu'il y a actuellement et donc c'est pour ça qu'il y en a, qui se sont dirigés vers la boxe, d'autres vers les arts martiaux mixtes. Heu,
la nouvelle génération, celle qui va arriver dans 5-10 ans, et ben, quand ils ont commencé leur sport, ils voyaient des boxeuses qui étaient les meilleures au monde, qui étaient pas très bien payées, et ils voyaient des Ronda Rousey, des Holly Holm, des Amanda Nunes, qui étaient les meilleurs au monde en arts martiaux mixtes et qui avaient des bourses très, très conséquentes. Donc, à ce moment-là, ça peut largement influencer, ton choix, et c'est pour ça que j'ai peur, que la boxe féminine perde des talents au détriment des arts martiaux mixtes, parce que, bah, c'est pas payant, simplement. Et pour Claressa Shields, c'est dur à dire si elle va connaître du succès. Je fais souvent la comparaison en disant que la boxe, c'est comme le 100 mètres, et les arts martiaux mixtes comme un décathlon. C'est que, le 100 mètres fait partie du décathlon, mais c'est pas la seule partie du décathlon. Il faut être bon en saut en hauteur, en saut en longueur, et cetera. Bah, c'est un petit peu la même chose dans les arts martiaux mixtes. Il faut être bon, dans les autres aspects du combat, et ben, ça, c'est impossible à dire avant de voir, Claressa Shields en œuvre. Est-ce qu'elle a une lutte, suffisante pour empêcher les amener au sol et pouvoir, faire parler sa boxe? Je le sais pas, et on il y a à part son entraîneur d'arts martiaux mixtes, il ne doit pas y avoir grand monde qui le sait. Mais par contre, au niveau du physique, on voit qu'elle a de la force. Elle a un haut du corps, bien découpé. Tu as vu les bras qu'elle a? Je pense qu'elle est au niveau de la force, c'est certain qu'elle a toutes les qualités qu'il faut au niveau athlétique. Mais la lutte et le jiu-jitsu, c'est énormément de technique, et ça vient avec l'entraînement et la pratique, et il y a pas de avec le travail, il y a pas de secret. Ça fait quelque temps qu'elle s'entraîne aux arts martiaux mixtes, mais c'est quand même quelque chose de très long à assimiler, que ça devienne un réflexe. Donc, je suis un peu hésitant à savoir ce que ça va donner. Au moins, elle ne commence pas tout de suite dans l'UFC contre les meilleurs. Elle commence à un niveau un peu inférieur, et PFL, en plus, c'est très payant, c'est un tournoi. Si je me trompe pas, c'est 1 million de dollars pour le Mmh. 1 million? Ouais, je pense que c'est 1 million de dollars pour le gagnant du tournoi ou la gagnante. Donc c'est très intéressant. Il faut le gagner le tournoi avant, avant de toucher la bourse, mais c'est beaucoup plus intéressant que ce que tu peux avoir, en boxe. Mais voilà, ça on va le savoir quand elle va entrer dans l'octogone et qu'elle va devoir défendre un takedown. C'est seulement à ce moment-là qu'on va le savoir, parce que c'est pas uniquement une question physique, il y a énormément de technique, et ça se travaille. Adrien, on va passer, comme on avait l'habitude de le faire, au programme à surveiller au cours des 2 prochaines semaines, et c'est Mmh. pas les combats d'intérêt qui manquent. Ah oh non. Juste avant, peut-être rappeler que le combat entre Claressa Shields et Marie-Ève Dicker va être présenté le mercredi 10 mars à 19h30 sur les ondes de RDS. Pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de le voir en direct, ben, ça va être rediffusé à ce moment-là. Donc, le samedi 13 mars à 20h sur DAZN, il y a 2 combats vraiment significatifs. Le premier, la finale, Juan Francisco Estrada contre Roman Gonzalez. Ces 2 boxeurs-là, ben, se retrouvent là, plus de 8 ans après leur premier affrontement dans une unification WBA-WBC des super mouches en novembre plutôt 2012. Gonzalez lui l'avait emporté par décision unanime dans un combat qui avait été présenté dans une catégorie inférieure chez les super mimouches. Et ben, on se doute, hein, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis. Ouais. Estrada, lui, a subi une défaite contre Sorum Visay. Il a réussi à la venger, Mmh. alors qu'on se souvient tous des 2 revers de Chocolatito contre Sorum Visay, dont le deuxième, là, un KO vraiment intense au 4e round. Ouais. Est-ce que tu favorises Chocolatito dans ce combat-là, ou au contraire, tu penses que l'avantage va être du côté d'Estrada? Et ben, c'est très dur à dire, et c'est pour ça que j'aime ce combat-là, parce que c'est pas prévisible, d'avance. Je pense qu'Estrada a une petite, longueur d'avance, mais c'est on peut pas se fier sur le premier combat pour juger, parce que, Estrada était encore, tout jeune. Il avait 22 ans, alors que Chocolatito, lui, était au sommet de son art. C'était sa 4e défense de titre, son 9e combat de championnat du monde. Alors c'était pas du tout la même expérience des 2 côtés. Entre-temps, bah, Chocolatito est sorti du top 10 mondial. Estrada, lui, y est entré, mais ça prouve quand même que c'est 2 boxeurs de très, très haut niveau, et ces 2 défaites de Chocolatito, et ben, surtout après le chaos, dont tu as parlé, qui était terrible, on a eu peur pour lui. On s'est demandé si c'était pas la fin pour, Chocolatito, et depuis, il a très bien rebondi. Il a été impressionnant dans ses victoires, après ces 2 défaites.
et il a retrouvé son style qu'on connaissait. Donc, parfois, il y a des boxeurs qui ils ont ton numéro, un petit peu comme Jermaine Taylor avait le numéro de Bernard Hopkins. Ça n'a pas empêché Hopkins de remporter des victoires par la suite et de connaître la fin de carrière qu'il a connue. Euh, je pense que c'était contre Sor Rungvisai aussi une question de style et tu l'as dit, Sor Rungvisai a aussi pardon, battu Estrada, donc ouais, c'est loin d'un piment là, le Thaïlandais. Heu, donc il y a pas de honte à avoir perdu contre lui, et Chocolatito a très bien répondu par la suite. Après, ça reste une belle opposition de style parce que c'est Estrada qui est un styliste. C'est un gars qui se déplace très bien, qui esquive bien les coups, qui contre très bien. Et en face, Chocolatito qui est le boxeur de pression, qui lance des combinaisons interminables de 7, 8, 9, 10 coups. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'actions dans ce combat-là. Mais je pense que Estrada s'est développé en un boxeur d'élite dans les dernières années. Il a beaucoup amélioré sa boxe. Il a vraiment ajouté tous les petits éléments au fur et à mesure pour être un boxeur très, très complet. Et j'ai l'impression qu'il va avoir le dessus dans ce combat-là, mais ça risque encore une fois d'être très serré. Et avec Chocolatito, on s'ennuie jamais. En demi-finale, on en parlait un peu plus tôt, Jessica McCaskill qui va affronter Cecilia Brækhus. McCaskill, elle a infligé une première défaite à Brækhus en août dernier en Ouais. l'emportant par décision majoritaire. Elle est devenue à ce moment-là, comme je l'avais mentionné plus tôt, championne incontestée des poids mi-moyens. Est-ce que Brækhus va venger sa défaite ou McCaskill va confirmer? Ouais, j'ai l'impression que Brækhus va venger sa défaite, mais c'était une grosse surprise déjà quand ça s'est passé. Et Brækhus pensait à la retraite à ce moment-là, elle en avait parlé. Finalement, elle a décidé d'exercer l'option de revanche, heu, pour notre plus grand bonheur. Et c'était quand même un combat, je ne dirais pas qu'il y avait eu de la controverse, mais je trouvais que Brækhus méritait peut-être un petit peu mieux, que les cartes, 97-93 en faveur de McCaskill étaient peut-être un peu larges. Parce que l'Américaine a bien commencé le combat, elle a imposé son style et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Alors que d'habitude, Brækhus, avait l'habitude d'être la générale dans le ring et de contrôler l'action, de contrôler le rythme du combat. Là, dès le début du premier combat, c'était McCaskill qui a imposé sa boxe, qui a imposé la bagarre un petit peu et j'ai été surpris de voir Brækhus accepter ça. Mais par contre, la Norvégienne, elle a changé l'allure du combat dans la deuxième partie en utilisant les atouts qui ont fait son succès tout au long de sa carrière, c'est-à-dire de se battre derrière son jab. Et elle a très bien utilisé aussi le pas de recul pour faire tomber McCaskill vers l'avant et pouvoir la contrer. Ce qui me fait dire que Brækhus devrait remporter la revanche, c'est que c'est celle qui s'est le mieux adaptée dans ce combat. C'est elle qui a mieux terminé parce qu'elle a vu comment McCaskill se battait, les problèmes que McCaskill lui a posés et elle a trouvé une solution plus tard dans le combat. McCaskill se penche souvent vers sa droite. Quand elle lance ses coups, elle se penche toujours du même côté. Et Brækhus a fini par comprendre ça et elle a fini par la timer en plongeant avec sa droite. Donc, parce que McCaskill se penche. Donc, si elle frappait tout droit, elle passait par-dessus. Et elle a fini par ajuster et frapper plus bas, là où la tête de McCaskill allait se retrouver. Il faut qu'elle améliore ça, l'américaine, que quand elle se penche, elle aille des deux côtés, parce que si tu te penches toujours du même côté, c'est prévisible et tu peux te faire timer. Elle passait par-dessus Brækhus, elle pourrait aussi passer par-dessous si elle esquive le jab sur l'extérieur, qu'elle passe par-dessous avec un uppercut. McCaskill ne verra pas le coup venir et c'est les coups, on le sait, qui font le plus mal. Mais c'est vraiment cette question d'adaptation qui me fait dire que Brækhus devrait mieux performer dans ce deuxième combat et à mon avis, elle va l'emporter. Mais ça risque encore une fois d'être un combat très, chaudement disputé et ça par contre, c'est un bon exemple de pourquoi est-ce que les combats féminins devraient être des rounds de 3 minutes. Parce qu'il y avait très peu, d'éléments pour départager les 2 boxeuses dans le premier combat. Il n'y avait pas de round, qu'on pouvait donner clairement à une ou l'autre. Donc, avoir une minute supplémentaire, ça te permet, de d'avoir plus d'arguments d'un côté ou de l'autre pour donner le round et je trouve que pour un combat de championnat du monde, c'est ce qu'il faut. Bon, tu connais mon opinion là-dessus, on reviendra pas, on n'y passera pas, une éternité. Je
pense que ça aurait dû être fait depuis longtemps, mais bon, ça c'en était encore un très bon exemple que des rounds de 3 minutes, c'est ce qui va arriver en boxe et j'espère que ça va arriver plus vite qu'autrement. Samedi 20 mars à 15 heures sur les ondes de RDS et TSN, Arthur Beterbiev affronte Adam Dennis. C'est un premier combat pour Beterbiev depuis sa victoire sur Alexander Gvozdyk, ce qui avait permis de devenir champion unifié de WBC IBF des poids mi-lourds, et ça remonte à octobre 2019. Faut être honnête, Dennis, Ouais. ça ne devrait pas représenter une trop grande menace parce qu'il a perdu le combat éliminatoire contre Fan Longmeng. Donc, en principe, c'est le Chinois qui devait affronter Arthur Beterbiev au Québec le 28 mars dernier. Je ne sais pas pourquoi ça a été annulé. Beterbiev, lui, ben, il se remet. Il a attrapé la COVID-19 et précédemment, il avait subi une Mmh. blessure aux côtes à l'entraînement. Donc, c'est plus une question de savoir est-ce que la machine est parfaitement au point. C'est pas sur papier, c'est pas un combat qui représente une réelle menace là, pour Beterbiev. Non, il y a des combats comme ça, tu peux te faire tous les scénarios possibles dans la tête et il y a aucun de ces scénarios où Dennis gagne le combat, à moins que Beterbiev se déchire les 2 biceps et qu'il soit plus capable de lancer un seul coup de poing. Je vois pas comment l'Allemand peut remporter ce combat. Par contre, là où il faut faire attention, tu as mis le doigt dessus, c'est l'inactivité de Beterbiev, les blessures entre-temps, la covid, on ne sait pas à quel point on a vu plusieurs athlètes qui ont pris beaucoup de temps à se remettre de la covid. Et on a vu, récemment quelques surprises de boxeurs qui étaient restés inactifs pendant un petit moment et qui n'avaient pas réussi à vraiment retrouver le rythme dans leur retour dans le ring. Donc c'est le danger qui guette, Beterbiev. Le danger, c'est pas Dainès, c'est, l'inactivité. Et bon, on sait à quel point le Russe est est un gars qui s'entraîne de manière très, très intense et très sérieuse. Donc j'ai pas trop peur de ce côté-là pour lui parce qu'on sait que les efforts, il les a faits, et le talent est nettement supérieur à celui de Dainès. Donc ça devrait être une formalité pour Beterbiev et ça va être la même chose qu'on l'a dit tout à l'heure, le direct du droit contre un gaucher, c'est le southpaw killer, le tueur de gaucher. Ça va être une arme majeure pour Beterbiev et ça tombe bien, c'est une de ses meilleures armes. Il lance un direct très, très court et très puissant. Il développe beaucoup, beaucoup de puissance sur une courte distance, et je vois pas Dainès, terminer ce combat-là sur ses 2 jambes, à moins qu'il nous fasse une Enrico Colling et qui mette un bouclier, comme un bouclier romain là, l'énorme bouclier, rectangulaire devant lui, pour bloquer tous les coups. Mais ça devrait pas être un combat particulièrement compétitif. Mais malgré tout, je bouderai pas mon talent de revoir Beterbiev dans un ring parce que, c'est un gars qui est toujours, super excitant à voir, qui donne des combats, incroyables. Il avance tout le temps, c'est un rouleau compresseur et j'ai bien hâte de le revoir. Mais par rapport à son dernier combat contre un boxeur aussi, talentueux que Gvozdyk, ben, c'est vrai que c'est pas aussi excitant, mais bon, c'est le monde de la boxe, hein, Combat on qui est l'a vu, présenté en Russie, là, c'était un objectif de ouais. Beterbiev de défendre sa ceinture dans son pays natal. Donc, il respecte Mmh. ses C'est pas obligations forcément, aussi. ouais, Et ouais, plus tard parce que cette c'est pas lui soirée-là, qui a choisi combat, l'adversaire. voilà. Plus tard cette soirée-là, le 20 mars à 20 heures sur DAZN, il y a Virgil Ortiz fils qui affronte Maurice Hooker. Ortiz, ben lui, dans le fond, il poursuit son ascension vers les sommets. Hooker, lui, c'est un deuxième combat dans la catégorie supérieure chez les mi-moyens. On se souvient qu'il avait perdu son titre contre José Carlos Ramirez en unification il y a déjà juillet 2019. Il y a une ceinture mineure de la WBO qui est à l'enjeu et dans le fond, ce que Ortiz vise, lui, ben, c'est un affrontement contre Terence Crawford. Ouais, ce qui est encore un step au-dessus, mais c'est déjà Ortiz, c'est un des meilleurs talents chez les jeunes espoirs. C'est un boxeur que j'aime beaucoup, qui a toutes les qualités pour être champion. La puissance, la précision, la technique, la mentalité aussi. C'est un gars qui varie très bien ses coups. Il varie non seulement, le type de coup, il varie aussi la vitesse, la puissance. Donc il est très dur à prédire, à prévoir, à anticiper. Et il sait aussi à quel moment accélérer. On sent beaucoup, beaucoup de maturité chez ce jeune homme et c'est ce qui m'impressionne, le plus chez lui. Et jusqu'à maintenant, il a passé tous les tests haut la main, mais là, c'est pas un test, Maurice Hooker, c'est carrément un examen, l'examen de passage
Et s'il a ce qu'il veut, et ben Crawford, ça va être plus qu'un examen de passage encore. Mais il monte les marches très rapidement parce qu'il a encore que 22 ans, il est encore très jeune. Et Maurice Hooker, même s'il vient de la catégorie en dessous, ça va être un problème pour n'importe qui à 147 livres, juste à cause de sa taille et de sa portée phénoménale de 80 pouces. Moi, ça me rentre jamais dans la tête. Il a la portée d'un poids lourd. Pour vous comparer, Anthony Joshua, Tony Yoka, c'est des portées de 82 pouces. Lui, il a 80 pouces. Hooker, il a des bras immenses. C'est comme Dalsim dans Street Fighter, là, le gars qui allonge les bras à l'infini. Et ben, c'est un petit peu ça, Maurice Hooker. Mais par contre, il a tendance à ne pas à l'oublier qu'il a des bras aussi longs et à accepter les échanges à l'intérieur, ce qui favoriserait évidemment Ortiz, qui lui a une portée de 70 pouces. Il va avoir Hooker 10 pouces d'allonge supplémentaire, ce qui est énorme. À lui de l'utiliser en restant à distance et en allongeant bien les bras d'ailleurs. Quand tu as un boxeur comme ça qui est longiligne, il a tendance à développer plus de puissance dans les coups en ligne droite, jab direct, que dans les coups qui sont arrondis, les crochets, les uppercuts. Donc ça serait un avantage pour lui de rester à distance et d'utiliser ses longs bras. Mais je suis quasiment certain qu'il ne le fera pas parce que c'est pas dans sa mentalité et Ortiz va le forcer à échanger aussi avec lui. Ça risque d'être un très bon combat, mais je pense que Ortiz est destiné à faire de grandes choses. Je pense il va l'emporter, mais c'est un combat qui me fait saliver. Adrien, c'est ce qui fait le tour de l'actualité pour cette semaine. Bien, comme à l'habitude, on invite les gens à visiter le rds.ca balado diffusion, encore iHeartRadio ou tout bon podcaster ou podcatcher, je ne sais jamais le bon terme pour écouter l'émission et découvrir tous les autres contenus qui vous sont proposés par RDS. Donc, au nom de Luc Dansereau à la production, Félix Payet à la mise en onde et Adrien Meur, ici Francis Paquin qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à la prochaine. Ciao!